Bonjour tout le monde, merci d'être parmi nous. Donc nous sommes à l'exposition Just We Art à la Haute Galerie rue Haute à Bruxelles. Et aujourd'hui nous recevons monsieur Jean-Pierre Fonqueux à l'occasion de la sortie de son recueil Femmes d'Afrique noire, couleurs de l'humanité, qui est paru aux éditions Connaissance et Savoir. Bonjour Jean-Pierre Fonqueux, merci d'être parmi nous. Merci. Vous vouliez commencer par un texte d'introduction. Oui. D'abord, je commencerai par remercier les organisateurs de cette exposition, et en particulier Just We Art et Frédérico, qui m'a invité à présenter mon livre. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, permettez-moi de vous exprimer mon admiration dans votre engagement dans l'émancipation de la musique et de la littérature en particulier, et de la culture. Je vous remercie pour ce moment de partage et d'écoute et de fraternité. Laissez-moi vous présenter succinctement mon livre. Je suis Jean-Pierre Fonqueux. Je me suis lancé dans l'essai poétique et philosophique suite à mon engagement dans la solidarité sociale, inspiré par ma longue expérience entrepreneuriale et cette envie d'écrire qui m'a toujours submergé. En effet, dans la première partie de mon essai poétique, Femmes d'Afrique noire, couleurs de l'humanité, l'Afrique, l'Occident, sont mes principales préoccupations dans une perspective d'identité, d'altérité des cibles du peuple. C'est pourquoi mon ouvrage, tel une passerelle entre deux cultures, devrait faciliter l'émergence d'un nouvel ordre de mémoire interculturelle. Ceci avec comme rang la femme noire. Si cet essai est le reflet de mon engagement, le regard que je porte sur le monde qui m'entoure, c'est également une invitation aux historiens, aux archéologues, de revisiter notre histoire avec grand H et clarifier ces zones d'ombre. Je les interpelle avec des bouts de vérité en parlant de l'histoire de la femme. La femme qui représente pour moi le symbole de l'unité de notre identité plurielle. Je parle également de la diaspora, des métis, des migrants, du politique, des croyances. Tout ceci pour susciter le partage, l'échange et plus d'humanité. Dans la deuxième partie intitulée « Les pensées philosophiques », j'invite le lecteur à regarder et à s'interroger. Qui suis-je? Qui est l'autre? Je l'interpelle sur cette solitude qui nous isole, car la solitude, c'est un environnement que nous nous créons. En conclusion, comme le dit Victor Cherbulier, le bon livre, c'est converser avec la raison. Je vous invite à me lire et à me découvrir. Dans la troisième partie du livre, comme vous l'aurez remarqué, vous verrez qu'il y a en couverture le tableau. En couverture, le tableau, c'est celui d'une jeune fille qui ne connaît pas ses parents, qui a vécu la rue, mais qui a su dépasser ses limites pour devenir artiste. Alors, j'ai choisi de l'aider. Et certaines autres images dans le livre, il y a un tableau qui représente le développement économique en Flandre au XIIe siècle et qui met en avant cette femme qui s'est battue pour défendre l'économie belge, l'économie flamande qui est devenue l'économie belge. J'ai tenu à saluer l'action de ces femmes, de cette femme plurielle, qu'elle soit d'Afrique ou d'Europe. C'est ce qui me vaut de mettre l'ensemble de ces images dans le livre. Je vous remercie. Merci. Donc vous avez parlé de certains aspects dans votre texte d'introduction. J'avais quand même envie de vous poser la question, quel est votre parcours et quelle était la genèse de ce recueil?
Dans les pensées philosophiques, j'ai dit, je parle de ma double peine, celle d'être de là d'où je viens, être là où je suis, penser en fonction de ce que je vois, penser en fonction de ce que je vis. J'ai dit, mon bonheur, c'est de t'avoir et ensemble, réalisons l'avenir. En fait, c'est de cela qu'il s'agit. Cette pensée résume un tout petit peu mon parcours. J'aurais pu choisir d'écrire 500 pages de livres à vous parler de la culture africaine, à vous parler de la mort de mon père, je l'ai perdu quand j'avais 11 ans, à vous parler des frustrations que j'ai connues, à vous parler des discriminations que j'ai vécues ici, j'en ai parlé un peu avec Chris hier, lui parler de racisme, lui parler de toutes les discriminations, lui parler de tout ce qui n'a pas marché. Mais il faut dire qu'en réalité, il y a des choses qui ont marché. C'est pour ça que je parle de croyance. Il y a des choses qui m'ont émerveillé dans ce parcours, quelque part triste. Et aussi, j'ai eu le bonheur de rencontrer un professeur, quand je faisais mes études ici, qui m'a dit, à la fin de mes études, j'ai fait banque bourse finance, c'est un peu ce qu'il veut savoir. Il m'a dit, Monsieur Fonke, vous ne pouvez pas travailler dans une banque parce que vous êtes noir. Ce n'est pas la couleur qui pose problème. Il dit, parce que la majorité des clients de cette banque ne sont pas encore prêts à présenter leurs problèmes à quelqu'un qui a l'apparence physique qui est le vôtre. Ils ne sont pas prêts à ça. Donc, vous prenez pour prendre dans cette banque, ce serait, le banquier risquerait de perdre de l'argent. Et ça, j'ai tout à fait compris. Parce que l'objectif du banquier, c'était de gagner plus. En nous prenant, ce n'est pas de perdre de l'argent. Mais alors, il a ajouté en me disant, ici, on ne forme pas des banquiers, on vous donne des éléments pour vous permettre de vous battre dans la vie. Il me dit qu'avec ça, créez votre propre banque. On ne vous a pas formé pour pleurer. Et j'ai gardé à l'esprit cette réflexion qui a pu conduire la suite de mon parcours. Ce qui m'a valu, quelques temps après, sans chercher à savoir s'il y avait l'argent ou pas, de créer une entreprise. Je suis content d'avoir fait. J'ai dû créer une entreprise ici que j'ai gérée pendant 5 ans. Je suis même allé jusqu'à acheter une petite maison parce que, bon, quelque part, j'ai été victime de racisme. Oui, d'accord. La réponse à tout ça, c'est que j'ai pu trouver des solutions. Parce que, quelque part, le message global que je pourrais transmettre à travers ce livre, c'est dire, dans la vie, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Dans ce sens que les problèmes, ce sont des messages. Oui, des occasions de grandir. Des occasions qui nous inspirent pour avoir les choses positivement. C'est ce qui m'a valu d'ailleurs de parler de cette fille qui aurait pu passer le temps à pleurer, à rester dans la rue. Aujourd'hui, c'est une artiste assez bien connue en Afrique. Elle a 26 ans, elle a des ambitions. Et c'est un message que j'aimerais partager aussi avec ceux autour de nous qui sont dans la rue, qu'on rencontre, qui n'ont rien, qui pensent que la vie s'est arrêtée parce qu'ils n'ont pas eu la chance de pouvoir faire des études, ils n'ont pas eu la chance de pouvoir travailler. Je leur dis, comme cette jeune fille, croyant en vous, vous pouvez arriver. C'est un peu ce message que j'aimerais pouvoir véhiculer à travers ce livre qui est une série d'interpellations. En fait. D'accord, très bien. Donc vous êtes profondément optimiste, vous voyez le verre à moitié plein. Oui, en fait, j'ai rencontré monsieur Cravatte, Jean-Pierre Cravatte, qui est une critique littéraire. Alors, après avoir lu le bouquin, il m'a vu, on a discuté, il me dit, Monsieur Fonke, vous êtes très optimiste. Alors, je lui ai dit oui. J'ai dit, je suis d'un optimiste un peu égoïste. Parce que ça me permet de ne pas pleurer, ça me permet de croire à l'avenir. J'ai dit, et puis si on ne croit plus à l'avenir, qu'est-ce qu'on fait? Il faut être optimiste. Et c'est contagieux aussi. Ben, ça doit être contagieux, c'est ce que je souhaite. Très bien. À quel âge avez-vous commencé à écrire? Alors là, quelle question. Honnêtement, j'ai commencé à écrire il y a quoi, 1 an? Même pas. Il y a 1 an, même pas. Parce qu'à un moment donné, je me suis posé des questions. Je me suis dit, mais quel héritage puis-je laisser à mes enfants? Il y a 2 solutions. Raconter mon parcours. J'ai vu des jeunes marcher dernièrement dans les rues ici. On parlait de Black Mitre, ces jeunes qui crèvent et tout. Je dis, mais finalement, est-ce que c'est vraiment cet héritage que j'aimerais laisser à mes enfants? Alors, quelque part, je me suis dit, non, il faut que j'écrive. À défaut d'être capable d'écrire ces 800 000 pages de mon histoire, je me suis dit non. Je regarde mon origine. Quand je me suis retourné, j'ai vu que derrière moi, il y avait une femme, une brave femme, qui est ma mère, qui a souffert de la mort de mon père.
qui a même été rejeté quelque part, tout simplement à cause de l'héritage. Parce que l'héritage, bon, malheureusement, commet beaucoup de dégâts dans certaines de nos familles, ici et ailleurs. Alors cette histoire m'a interpellé. J'ai décidé de regarder de plus près qui était cette femme réellement. J'ai regardé mes enfants, j'ai dit, est-ce qu'ils savent ce que représente leur maman? Qu'est-ce qu'elle représente pour eux? Parce que nous vivons dans une société dans laquelle tout est matérialisé. On regarde l'argent, on regarde le matériel. On se préoccupe très peu de certaines valeurs. J'appelais ça... j'ai utilisé un terme dans mon livre, en parlant de zones de confort matériel et de zones de confort immatériel. J'ai dit c'est dans cette zone de confort immatériel qu'on se construit. C'est ce qui m'a valu de commencer à écrire si tard. Mon livre, je l'ai écrit d'abord dans ma tête pendant des années. Voilà, j'allais vous le demander. Pendant des années. Et puis, pour tout vous dire, je vais vous avouer quelque chose, j'ai commencé à écrire sur les murs. Je n'osais pas prendre un bouquin et écrire. J'ai un ami qui devait être là, malheureusement, il n'a pas pu, il ne peut pas être là. Alors c'est lui qui me dit, mais Jean-Pierre, pourquoi tu écris sur les murs? La première chose que j'avais écrit sur le mur, la femme n'est pas une équation mathématique destinée à évaluer les infériorités, les égalités et les supériorités. Parce que j'étais un peu choqué de l'image qu'on fait de la femme, même ici, parler d'égalité, je dis, mais qui est cette femme avant de parler d'égalité? C'est pour ça que dans mon livre, je parle de cette dualité d'apparence de la femme. C'est tout ce parcours-là qui m'a entraîné. Donc, rassurez-vous, je n'ai pas commencé à écrire à 15 ans. D'accord. Bien trop tard. Oui, mais en tout cas, c'est vrai que c'est un beau message aussi que vous livrez là. Ça veut dire qu'il n'est jamais trop tard pour commencer à écrire. Jamais. Et qu'effectivement, certaines personnes, en fait, c'était déjà là, mais il fallait juste le concrétiser. En effet. Ouais. Donc, je trouve que c'est un beau message. C'est encourageant pour nous tous. Vous abordez donc différents thèmes. Comme vous venez de dire, vous abordez le thème de la femme noire, africaine, mais aussi toutes les femmes noires de la Terre, de tous les continents et de toutes les régions du globe, on va dire. Donc, qu'elles soient maghrébines, qu'elles soient australiennes, qu'elles soient amérindiennes, qu'elles soient européennes, etc., asiatiques. Qu'est-ce que vous voulez ajouter à ça? Pourquoi est-ce que c'était si important pour vous de parler des femmes plurielles? Écoutez, je parle de la femme noire parce que je crois que c'est un peu notre origine aussi. En parlant de la femme noire, indirectement, je veux parler de la femme tout court. C'est-à-dire, si vous voyez dans l'essai, il y a des moments où je parle de la femme d'ailleurs. Et j'ai dit, j'implore cette femme à revenir, à prendre conscience des valeurs de sa valeur, à prendre conscience de son histoire. Parce que c'est à elle qui revient peut-être de sauver ce monde d'une certaine manière. Parce qu'on parle toujours d'égalité, égalité. Je pense que la femme a plus d'atouts, même que certains hommes, pour pouvoir nous permettre de voir les choses d'une certaine manière. Je vais vous lire un petit texte que j'ai, de ces poèmes que j'ai écrit sur le micro. Je dis, le migrant. Je suis migrant. Je suis venu te rappeler notre histoire, l'histoire de Lucie, il y a 3 millions d'années. Je suis venu te raconter l'histoire de ma mère. Je suis venu te raconter l'histoire de mon père. Je suis venu te raconter l'histoire de tes terres, la terre de nos ancêtres. Je suis venu. On m'a dit que tu es parti. On m'a appris que tu as changé. On m'a appris que tu as même changé de couleur. On m'a appris que tu as changé de culture. Je suis migrant. Je suis venu t'apporter mon expérience. Je suis venu t'apporter mon expertise. Je constate que tu as changé. Je constate que ton physique a changé. Je constate que ta vision a changé. Je constate que ton alimentation a changé. Ton regard a changé. Nous avons changé. Je suis migrant. Tes cheveux crépus sont devenus lisses. Tu ne te reconnais plus. Nous ne nous reconnaissons plus. Mon ignorance a laissé place au doute. Mon ignorance a cédé place à la méfiance. Je suis migrant. Je suis le passé de l'humanité. Je suis le présent de l'humanité. Je suis migrant.
Je suis venu te dire que nous devons écrire l'histoire, celle de nos enfants, leur histoire, celle qui inspirera nos enfants, l'histoire de notre société, l'histoire du futur de notre humanité pour mieux vivre ensemble. Je suis musulman. Pour toi, si je n'existe plus, pour moi, si tu n'existes plus, de quelle humanité parlerions-nous? Nous sommes migrants. Nous sommes les diversités de l'humanité. Nous sommes l'humanité de diversité. Ensemble, réalisons l'avenir. Ça, c'est un des poèmes repris dans le livre pour répondre en partie à vos questions. Je dis que quand je parle de la femme noire, il ne s'agit pas uniquement de la femme noire. Au-delà, il s'agit aussi de la femme tout court. Oui. C'est vrai que quand on parle de frustration, on ne peut pas ne pas parler de la femme noire par rapport à l'actualité, par rapport à ce qu'on voit. Parce que dans le livre, je parle aussi de ces femmes qui sont violées en Libye, de ces femmes qui sont vendues encore à nos jours comme du bétail. Pourtant, on parle d'égalité, on parle d'abolition de la traite, je sais pas, on parle de toutes choses. Je dis, est-ce que notre monde est aveugle? C'est de ça que je parle aussi dans le livre à la fin. C'est pour ça que je tiens ici à rappeler que je parle de la femme noire, mais surtout de la femme, aussi tout court. Parce que je les implore à se mettre ensemble pour créer une nouvelle page de notre histoire. C'est ça qui s'agit. Très bien. Vous parlez à un moment donné de Christiane Taubira que vous avez eu l'occasion de rencontrer. Oui. Et donc vous parlez du fait de dépasser les obstacles. C'est-à-dire, vous aviez peur de la rencontrer ou c'était pour vous une figure tellement importante que c'était un défi pour vous d'être en face d'elle? Vous savez, moi j'ai rencontré Madame Taubira ici, dans le cadre de ces conférences. Oui. J'étais un peu surpris par la portée de son message. Je me demandais qu'est-ce qu'elle pouvait bien nous apporter, cette femme. Mais elle m'a vraiment agréablement surpris. Et quand j'ai pensé écrire mon essai poétique, j'ai dit, ah mais ça va, je vais l'appeler, je vais lui envoyer un mail, je lui dirai, madame, vous pouvez m'aider à écrire le mail. Je n'avais jamais lu ses œuvres. Alors, je l'ai écouté quelques fois. Et puis, bon, j'ai envoyé ce mail à un de ses collaborateurs. Une semaine après, je n'avais pas de nouvelles. Et puis, j'ai dit, mais tiens, pourquoi elle ne me répond pas? On n'est pas amis, on n'est pas des amis. J'ai envoyé ce mail, je dis, elle ne me répond pas. Alors, je me suis intéressé à ses œuvres. Oui. Quand j'ai lu ses œuvres, je me suis dit, oh là là, je dis, à quoi est-ce que je me suis attaqué? J'ai essayé de parcourir quelques-unes de ses œuvres. J'ai vu la profondeur du message qu'elle transmettait. C'est pour ça que je parle de la force, de la puissance de ces mots, de la puissance de ces mots. Et puis, moi qui n'ai jamais écrit, qui n'était même pas encore écrivain à l'époque, dis, ah, tiens, je vais aller m'inspirer de son exemple pour avancer. Je crois que c'était oser, mais quelque part, je dis, il faut oser. J'ai dit, il faut se mesurer à l'obstacle pour avancer. Et c'est aussi un message que j'aimerais partager avec la jeunesse. Oui. Ne vous sous-estimez pas. Essayez toujours. Vous n'atteindrez pas, peut-être pas le sommet, mais vous atteindrez un niveau acceptable. Je vous ai dit tout à l'heure dans une des conversations, je le mets dans un de mes tweets, j'ai dit, la chance n'existe pas. J'ai dit, ce que nous obtenons est à la hauteur de notre intelligence et de notre détermination. Et ce qui détermine le résultat qu'on a. Et j'ajoute en disant, l'excellence, c'est d'y avoir pensé. C'est le chemin qui vous amène à partir d'une idée que vous avez et par rapport au résultat que vous obtenez. C'est un peu le conseil que je donnais à de mes jeunes frères ici hier. J'ai dit l'excellence dans cette galerie, c'est d'y avoir pensé. C'est ce qui nous amène là. Je crois que c'est ce qui peut inspirer d'autres personnes à améliorer ou à faire pareil. Oui. Voilà. Merci. Très bien. Je voulais justement vous poser la question de où puisez-vous votre motivation dans les moments où justement vous êtes découragé ou dans les moments où vous êtes fatigué? Comment faites-vous? Ça pose aussi un peu la question du processus créatif. À partir du moment où je dis que l'échec n'existe pas, je dis il n'y a que des expériences qui existent. Quand j'ai un problème, je me dis, j'ai un choix. Je suis en train de passer mon chemin, vous m'agressez. J'ai le choix entre accorder la priorité à ce que je veux faire
ou me laisser distraire parce qu'il vient de m'arriver. Donc, quand il m'arrive un problème, j'essaye de relativiser. Je me dis peut-être que la personne qui m'agresse, qui me distrait, est ignorance. Je pense beaucoup à l'ignorance parce que nous vivons dans un environnement où les pressions ne nous laissent pas toujours la possibilité de nous regarder. Alors nous vivons aussi dans une forme d'ignorance qui nous pousse, qui nous ouvre la porte à certaines agressivités, qui nous ouvre la porte aussi à certains mots que nous vivons quotidiennement dans la société. Parfois parce qu'on n'a simplement pas suffisamment le temps de se regarder. Donc surmonter ces difficultés, c'est de porter un regard sur moi. Qui suis-je? Qui est l'autre? Où je vais, c'est l'interrogation que vous trouvez aussi dans l'essai politique quelque part. D'ailleurs, à ce propos, la question de qui suis-je, quand vous dites que vous êtes parfois agressé ou vous subissez des discriminations, c'est parce que finalement l'autre vous voit d'une certaine manière qui est différente de la façon dont vous voyez. Oui. Et donc ça nous amène au texte « Je suis métisse », dont je vais lire un court extrait, si vous voulez bien. « Je suis le blanc des noirs, je suis le noir des blancs, je suis ce que le blanc ne veut pas devenir, je suis la preuve que le noir peut devenir blanc. Et l'autre, lui, il est comme moi, mais il me traite de noir. Son origine noire, il ne l'accepte pas, il n'est pas noir, il n'est pas blanc, il est ce qu'il ne veut pas que je sois. Il me regarde, je l'observe, les tourbillons de notre société nous rapprochent, les réalités du quotidien nous séparent. Son rêve de supériorité fait de moi son second. Il me regarde, je l'observe, je suis métisse, je suis le blanc des noirs, je suis le noir des blancs. Pour mon père, j'étais sa fierté. Pour ma mère, j'étais son enfant chéri. Pour elle, je suis la preuve que nous n'avons pas de couleur. Elle m'a enseigné son histoire. Ils m'ont donné ma place. J'ai décidé d'y arriver. J'ai décidé de réussir. Je suis le blanc des noirs, je suis le noir des blancs. Mon apparence est noire, mes pensées sont blanches. Le jour que j'ai franchi cette porte, je suis devenu le petit blanc des blancs. Le jour où j'ai franchi cette porte, je suis resté le blanc des noirs. Mes pensées sont blanches, mes actions sont blanches, mes réactions sont noires. J'ai changé un regard, le mien. J'ai changé un regard, celui de l'humanité. J'ai changé un regard, celui du noir que je suis. Je symbolise la promesse de l'avenir. Je suis métisse. Je suis le blanc des noirs. Je suis le noir des blancs. Sans moi, quelle serait la couleur de notre humanité? Ça vous a plu? Moi, j'ai trouvé que c'était un texte vraiment puissant à plein d'égards. Déjà parce que moi, je me suis reconnue dans ce texte, évidemment, puisque j'ai grandi, je suis née en Belgique, j'ai des parents d'origine congolaise, et donc je me considère effectivement comme une métisse culturelle, étant donné que j'ai grandi dans un environnement principalement blanc, avec des parents africains, donc ils m'ont quand même inculqué aussi leur tradition. Et donc effectivement, c'est toujours un problème de trouver sa place et de se sentir noir en Europe et blanc en Afrique. Donc quand je suis retournée au Sénégal, on m'appelait la toubab noire. J'ai appris ça sur la fin. Je trouvais ça marrant, mais c'est vrai que c'était quand même très représentatif. Et alors vous dites qu'en même temps, votre père était fier de vous, votre mère vous a donné tout son amour, et que grâce à ça, ça vous a permis de trouver cette place. Et je pense que c'est quelque chose qui n'est pas forcément... après, chaque personne a son parcours, mais c'est quelque chose qui peut venir seulement... il se peut que ça vienne sur le tard. C'est en grandissant avec la maturité que je trouve qu'on apprend à consolider tout ça, à consolider justement sa partie blanche, sa partie noire, et à comprendre que voilà, ce que nos parents nous ont transmis, c'est une force pour justement dépasser tous ces obstacles et aller de l'avant. Donc voilà, je trouvais que c'était un très beau texte que j'avais envie de lire. Si vous avez envie de réagir par rapport à ce texte, n'hésitez pas. Est-ce que vous avez une question? Non? Donc voilà, je ne sais pas si vous avez envie de rebondir par rapport à ça. Non, j'ai pas grand chose. Tout à l'heure, vous m'avez parlé de qui suis-je. Oui. Moi, je dis parfois à ceux qui me demandent, quand ils me regardent, ils me disent, vous venez d'où? J'ai dit, je suis belge. Je suis belge. Mais avec ma particularité, je suis belge mais noir. Je suis belge grand, je suis belge beau, je suis belge palais, il y a des belges, voilà. Le fait d'être blanc ou noir, jaune ne suffit pas dans notre société. Ce n'est pas une référence à être métisse, ce n'est pas une référence à être noir. Il faut tout simplement être soi-même. Il faut être soi-même. Quand je parle de la mère, du père, c'est-à-dire ce sont ces valeurs qu'on inculque à l'enfant, au-delà de l'apparence physique. J'ai mon apparence physique qui est le mien, qui
qui me destine à faire les choses différemment. Et cette particularité, je l'écris d'ailleurs dans le t-shirt, c'est une richesse. Il faut s'en approprier. Il faut se l'approprier. Je dis aux jeunes qui sont ici, quand ils me disent, mais ils sont racistes, ils ne m'aiment pas. J'ai dit, mais à qui est-ce que tu t'adresses? J'ai dit, tu es belge, avec ta particularité. Voilà. Ne cherche pas à acheter le club de Bruges si tu n'as pas les moyens de le faire. Ça ne va pas marcher, donc il n'y a pas de racisme. Il n'y a que ton niveau d'intelligence ne te permet pas d'arriver là où tu dois arriver. Regarde-toi, il y a toujours moyen d'y arriver. Moi, je parlais à un jeune qui, en parlant de football, qui joue au foot, on est arrivé au club de Bruges. Il me dit, ah oui, ils sont racistes. J'ai dit, ah bon? Il me dit, oui. J'ai dit, et toi, dis-moi, qu'est-ce que tu es? Définis-toi. Ah, je suis africain, ça ne m'intéresse pas. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Je suis un footballeur. Footballeur, oui. Est-ce que tu es un bon footballeur? Il me dit, oui. Je lui ai dit, tu sais, s'il y a 1000 racistes à Bruges et qu'il y a 200 qui aiment le football, tu auras 200 admirateurs. Et gérer ces 200, c'est pas facile. Tu n'auras même pas le temps de voir les 800 qui ne t'aiment pas. Donc, regarde-toi, regarde ce que tu es capable d'apporter. Regarde ce que tu es par rapport à ton environnement. Je pense que c'est le plus important. Je pense que le débat des métis, c'est un faux débat. Vous le voyez là dehors, vous voyez certains gens, surtout ceux du Maghreb, bon, quand ils vous regardent, ils vous disent, ah oui, mais c'est africain, mais enfin, quand je leur dis, mais oh là, tu es né comment là? Tu passes par où? C'est quoi? C'est qu'est-ce? D'ailleurs, dans le livre, je parle de femmes noires du Maghreb. Je dis, on n'en parle pas. Vous ne pouvez pas avoir une seule publicité avec qui fait référence à cette femme noire qui est à l'origine de cet être qui a ce peau métissée et qui ne se reconnaît pas. J'ai dit, pourquoi ne pas en parler? Est-ce que c'est une honte? J'ai dit, c'est un développement normal. C'est d'ailleurs pour ça que je parle de l'apparence plurielle de la femme. Quand j'écris mon texte, quand vous voyez une femme, je dis, elle est plurielle, l'enfant qu'elle porte. Est-ce que l'enfant qu'elle porte est noir? Est-ce que l'enfant qu'elle porte est métisse? Ou est-ce que l'enfant qu'elle porte est blanc? Qu'est-ce que vous en savez? J'ai dit, ce sont des réalités de notre société. Moi, je crois qu'il faut le banaliser. Cette histoire d'apparence physique, ça nous destine à faire les choses d'une autre manière, d'affirmer notre différence dans ce que nous faisons. C'est un peu ce que je voulais dire pour ajouter. Quand vous parlez de la femme noire maghrébine, justement, je vous recommande un film qui s'appelle Un fils, d'un réalisateur qui s'appelle Mehdi Barsaoui, qui est tunisien. Vous l'avez vu? Non. Non, en tout cas, je vous le recommande. Je crois qu'il est encore en salle. Et en fait, dans le film, à un moment donné, on voit une femme noire médecin. Et donc, évidemment, je suis allée le voir et je lui dis en tout cas, merci, c'est super. Et il dit, c'était important pour moi parce qu'effectivement, il y a beaucoup de racisme envers les Noirs en Tunisie. Et c'était important pour lui de montrer qu'une femme noire pouvait être médecin en Tunisie. Et donc voilà, c'est par de ce genre de représentation que petit à petit, je pense qu'on peut y arriver. Voilà. Et je voulais aussi vous poser donc la question puisque vous posez la question à ce jeune footballeur, à qui parles-tu? Donc à qui est destiné votre livre? À qui est destiné mon livre? J'ai envie de dire que mon livre est destiné à vous. Mon livre est destiné à cette jeune génération qui se pose des questions. Et je vous ai dit tout à l'heure, quand j'ai vu ces jeunes de Black Matter marcher, je me pose des questions. Je dis, mais quel avenir pour cette jeunesse? J'ai écrit un texte que je n'ai pas publié. Là, dans le texte, j'ai dit, je m'interroge. Et j'ai dit, dans 50 ans, nous serons tous morts. Hein? Dans 50 ans, nous ne serons plus héritiers de rien. Que voulons-nous laisser à notre jeunesse? Quel héritage voulons-nous laisser à notre jeunesse? Donc, vous voyez, je m'adresse plus à la jeunesse, parce que c'est à elle qu'il revient de construire l'avenir. Elle doit s'approprier les différents messages qu'on lui adresse dans ce monde matériel, qui laisse malheureusement très peu de place à la réflexion. J'aimerais, avec ces bouts de vérité, comme je dis, interpeller cette jeunesse. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai plutôt écrit un essai poétique. Quand vous parlez de solitude invisible, ça permet à une maman d'interpeller, par exemple, son enfant à la maison. Aujourd'hui, vous avez des parents qui pensent vivre avec leurs parents, avec leurs enfants. L'enfant rentre le soir, il a son iPad, la maman a son iPad, et puis quand il se passe des problèmes, on dit « Ah, mais c'est dommage, il est souvent avec nous, comment est-ce possible ?» Mais non. L'enfant vit dans son coin, l'enfant vit dans une forme de solitude, une solitude que vous avez créée, en lui offrant un GSM sans le préparer par rapport à ça. Vous voyez un peu cette situation que vous créez. Donc mon livre s'adresse un peu à tout le monde. Ça ne s'adresse pas à une catégorie en
particulier, ça s'adresse à la jeunesse. Et j'ai dit, la jeunesse, c'est moi, c'est vous. Tant que vous pensez, vous êtes jeune, vous pouvez vous influencer le monde d'une manière ou d'une autre. Donc, ce livre s'adresse un peu à cette jeunesse-là. Bien, merci. J'avais envie de vous poser une question. Je vous ai parlé de Christiane Taubira. Je voulais savoir, y a-t-il une personnalité qui vous inspire particulièrement, vivante ou morte? Je vous ai parlé de Christiane Taubira. Je ne veux pas commencer à faire la liste. Maintenant, on me demande si une personnalité. Je pense qu'elle m'inspire beaucoup, cette dame. D'accord. S'il y avait une autre personne, au cas où. Il y en a d'autres. 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 Et puis, d'ailleurs, j'apprécie le fait que vous ayez accepté de m'interviewer. J'apprécie le fait que vous vous ayez approprié ce texte et par rapport à ce que vous me posez comme question. J'espère que ça va pouvoir instruire de là. J'espère aussi. En tout cas, ça me touche beaucoup. Merci. Donc, vous êtes une personnalité que j'apprécie. Merci. J'avais juste une dernière question avant de clôturer et après, évidemment, on pourrait continuer cette conversation autour d'un verre. Oui, le recueil se divise donc en deux parties et il est également illustré par des œuvres de différents artistes. Et donc, je voulais savoir quel était le choix, comment s'était fait ce choix des œuvres. Comme je l'ai dit tout à l'heure, moi, mon action, c'est d'avancer, c'est aller de l'avant. Je vous ai parlé de l'œuvre de cette jeune fille, j'en ai déjà parlé à quelques-unes, qui est un tableau qu'elle a fait. Je l'ai acheté ce tableau, ce tableau qui sera mis en vente. J'en ai parlé avec Federico, d'ici là on verra, pour soutenir son œuvre. Et c'est une jeune fille qui a fait preuve de courage, dans ce sens qu'elle est sortie de la rue, elle est devenue artiste, maintenant elle dessine, et elle a envie de continuer à défendre ses enfants, ses orphelins. Parce qu'elle a été adoptée par une famille qui l'a complètement martyrisée, malgré tout, voilà. Elle a eu la chance d'être reprise par un orphelinat qui a pu lui donner sa chance de faire ses études. Donc aujourd'hui, elle est vraiment artiste. Elle demande à aller plus loin, à s'exprimer. Donc ce tableau-ci, elle parle de reconstruction. Ce n'est pas la tristesse, ce n'est pas de reconstruction. Et à l'intérieur de ce livre, il y a une certaine Madame Osni, qui est justement d'origine maghrébine, qui a été rejetée par sa famille parce qu'elle est artiste. Elle ne pouvait pas dessiner. Elle a dû partir de chez elle avec ses deux enfants et pour vivre son art. Et bon, le troisième, la tapisserie, je l'ai déjà dit tout à l'heure, c'est cette fameuse tapisserie du XIIe siècle en Flandre ici, qui parle du développement de l'économie en Flandre au XIIe siècle. Voilà. Très bien. Merci beaucoup Jean-Pierre Fonqueux de nous avoir accordé ce temps et de nous avoir expliqué en quoi consistait votre recueil. En tout cas, j'espère que vous aurez envie de le lire. J'ai pris beaucoup de plaisir à le lire et donc nous pouvons continuer cette entrevue, cette rencontre avec vous tous. Merci en tout cas de nous avoir reçus et merci à Just We Art et Haute Galerie Rue Haute. Merci, à bientôt.